Bonjour à tous et bienvenue, ici Lady Rose sur une vidéo facultative sur One Piece Pirate Warrior 3 Endgames. C'est une vidéo qui va revenir sur tous les points que je n'ai pas expliqués dans toutes les vidéos qui ont été tournées. Donc il y en a pas mal, il y a peut-être en tout il y a 4 heures de tournage, voire un petit peu plus. Donc cette vidéo, donc, ce ne sera pas sur le jeu, il y aura juste une image de fond du jeu. Il n'y aura pas de musique, vous entendrez juste ma voix. Je vais juste vous expliquer tous les petits détails que j'ai oublié de mentionner qui avaient une certaine importance tout de même. Donc, je vais commencer par vous parler des origines de Nico Robin. Nico Robin vient de l'île de O'Hara, une île où il y avait des archéologues qui faisaient des recherches sur les 100 ans de l'histoire qui ont disparu. En fait, pendant ces 100 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé du tout, et le gouvernement mondial cherche à faire taire tous ceux qui essayent d'étudier sur ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Donc, c'est illégal de lire, d'étudier sur les 100 ans de l'histoire. Du coup, ces chercheurs, ils avaient trouvé une ruse, ils avaient une bibliothèque, c'est un grand arbre, et en fait, non, attendez, c'est pas ça du tout. Je vérifie rapidement les sources. Alors, oui, voilà, ils étudiaient les poneglyphes, qui sont des pierres spéciales qui permettent d'étudier l'histoire oubliée encore une fois. Oui, je me répète. Et donc tout cela était interdit. J'ai du mal à m'expliquer encore aujourd'hui. Oui, j'ai vérifié pour l'histoire sur les poneglyphes et je vais vous expliquer, grâce au wiki, merci, ce que sont les poneglyphes. Donc vous avez les poneglyphes antiques qui relèvent des pans de l'histoire antique ainsi que des messages écrits par des personnes appartenant aux temps anciens. Donc c'est cela qu'ils étudiaient sur l'île d'Ohara et que ça dérangeait le gouvernement mondial. Ensuite, vous avez les poneglyphes d'information qui contiennent des indices justement où se trouvent les stèles des poneglyphes antiques. Ah, et pour le moment, un seul a été aperçu. Vous avez les rois de poneglyphes. Ceux-là, ils servent pour trouver le One Piece. Aussi appelé le Rio Poneglyph. Et ça, ils en reparlent dans les arcs plus loin dans One Piece. Donc du coup, ce qui s'est passé avec l'histoire de Nico Robin, c'est que le gouvernement mondial, ils ont carrément décidé de raser son île avec un Buster Call. Qu'est-ce un Buster Call? C'est quand la marine, enfin un admiral, il demande, ou un haut gradé, demande, comment vous expliquer ça? C'est pas si difficile pourtant, hein. En fait, vous avez 10 navires de la marine qui sont mandatés par des officiers haut gradés, mais c'est des navires, ils sont costauds, quoi, c'est des destroyers, quoi. Enfin, faut imaginer des destroyers, mais dans un monde pas médiéval, mais des années 1800, quoi. Vous savez, les bateaux, là, les grands galions, tout ça. Genre 10 man of war. Je pense que vous savez ce que c'est des man of war. C'est des grands bateaux, des grands galions avec 3 colonnes avec des canons. Bon, ils sont pas tout à fait comme ça dans One Piece, mais faut vous imaginer ça. Donc 10 navires comme ça, ils encerclent l'île, ils font un feu continu et ils tirent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et c'est un massacre, hein. Il y a personne qui survit là-dessus. Et donc du coup, Nico Robin, elle a perdu sa mère dans cet accident qui s'appelle Olivia Robin, je crois. Non, Nico Olivia. Que Robin, c'est le nom, ouais. C'est son nom, juste son nom simplement. Donc, elle a pu s'échapper grâce à l'aide de l'amiral Kuzan Aka Aokiji, qui a fait preuve de clémence alors que parce qu'en fait ils ont fait évacuer les civils sur un bateau, mais l'amiral Aikanu a décidé il voulait pas qu'il y ait des chercheurs d'Ohara qui se mêlent parmi les réfugiés, donc ils ont fait couler le navire avec tous les civils. En gros, ils ont carrément fait une grosse bavure, quoi. Ils ont circulé, il n'y a rien à voir, paf. Mais elle a réussi à s'enfuir avec un petit canot parce que
le général, enfin l'admiral Aïkanoud l'a couvert. Et en fait, pendant tout ce temps, bah, elle a été mercenaire, elle a bossé aussi pour Baroque Work, tout ça. Donc, elle a été des deux camps, hein, Nico Robin, gentille et méchante. C'est un personnage très intéressant, Nico Robbins. Mais après, quand elle rejoint l'équipage de Luffy, elle change, elle devient plus sympa et tout ça. Donc voilà pour l'histoire de Nico Robin. Ensuite, je vais vous expliquer la différence entre les trois fruits du démon. Donc vous avez les fruits du démon de type... comment dire? J'ai un trou de mémoire encore, bravo. Les fruits de démon, vous avez les Logia, les Zoan et les Paramecia. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre les trois? Donc les fruits de type Zoan, c'est tous les fruits du démon qui transforment l'utilisateur en animal. Ou en humain s'il s'agit de Chopper. C'est une exception à la règle. Ensuite, vous avez les Paramecia, qui transforment le corps de l'utilisateur en une matière. Donc, en une matière dure en principe. Donc, ça peut être le caoutchouc, ça peut être, comment dire, euh, vous avez quoi comme exemple en paramécia flagrant? RE. Donc oui, je viens de regarder sur le wiki, les paramécias, c'est un peu le fruit fourre-tout. Donc ça octroie des pouvoirs élémentaires, enfin pas élémentaires, attention. Je vérifie rapidement parce que j'ai une mémoire très défaillante. Donc les paramécias ont des pouvoirs très divers et surprenants. Ceux-ci peuvent être exploités et manipulés de bien des façons. La diversité d'attaques ou les stratégies dépendent fortement de l'utilisateur lui-même. Le type paramécia est le seul contenant des pouvoirs pouvant être considérés comme inutiles car il octroie peu ou pas de réel avantage à l'utilisateur. Ces fruits sont également considérés comme les plus faciles à combattre, contrairement aux Logia, car le corps de l'utilisateur est plus vulnérable que celui des Logia ou Zoan. Oui, parce que les Logia, ils deviennent carrément en éléments, ça peut être le gaz, le sable, ça peut être la foudre, ça peut être la glace, ça peut être le magma, ça peut être le feu. Et les Zoan, bah, vu que c'est des animaux, ils sont beaucoup plus résistants. Donc les résultats et les capacités de ces fruits sont donc limités à la créativité de l'utilisateur, dans les limites imposées par le pouvoir du fruit. Certains utilisateurs pourront utiliser toutes les capacités de leurs fruits, alors que d'autres ne se serviront jamais de tout leur potentiel. Certains apprendront même à s'en servir très tard, comme Brooke qui développera les pouvoirs de son fruit pendant l'ellipse. Donc voilà pour le paramécia. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Il me semble que c'est un paramécia de Flamingo, mais j'ai un doute. Faut que je vérifie quelque chose du coup. On va aller sur le wiki de Doflamingo. Voilà. Alors, Doflamingo. Lui, il utilise le fruit du marionnettisme, mais je crois pas qu'il est Logia, hein. Je pense que c'est surtout qu'il est. Ça lag un petit peu pour lancer le wiki de One Piece. J'ai pas une très bonne connexion Internet ces temps-ci, donc cela explique cela. Et du coup, je suis obligée de meubler en attendant que la page charge. Donc, voyons voir ce qu'ils en parlent. Alors, est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'ils vont le mentionner? Alors, aptitude et compétences peut-être? Après, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont sur le wiki fandom des jeux vidéo. Vous avez tout sur les jeux vidéo, sur le cinéma, la télévision, les animes, enfin tout ça. Donc, il y a sûrement Game of Thrones aussi là-dessus. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça lag pas mal, vu que Game of Thrones reprend il y a peu. Donc, à mon avis, tous les fans, ils se ruent sur le wiki pour se rappeler un peu de tous les éléments avant de reprendre ça. Alors, du coup, ouais, c'est un fruit de paramécia, effectivement. Le fruit du marionnettisme. Voilà. Donc, oui, je disais les Logias, c'est les fruits élémentaires. Donc, les Zoans, c'est les fruits qui transforment l'utilisateur en animal. Et les paramécias, c'est les fruits un peu fourre-tout, comme on a dit.
Voilà. Ensuite, je vais vous parler du fruit de Trafalgar Love parce que j'ai un peu bâclé ses explications. Par contre, on va regarder son wiki. Alors, Trafalgar Love, parce que c'est un fruit qui est très complexe. Encore une fois, on va attendre que ça charge. Le fruit du bistouri. Mais en fait, si vous aimez mieux, il crée un halo autour de lui. Et tout ce qui est dans cet halo, il peut le désassembler. Ça peut être un corps humain, ça peut être même un meuble ou n'importe quoi. Sauf que ce qu'il faut savoir, oh, bah, en fait, j'ai peut-être pas besoin du wiki parce que j'ai pas de mémoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il coupe la tête de quelqu'un, qui coupe les bras, les mains et tout ça, ça ne le tue pas, hein. Ça, c'est juste qu'ils sont désassemblés, tout simplement. Et n'importe qui peut les rassembler. Donc, ils peuvent mettre une tête sur un pied ou sur un tonneau, n'importe quoi. Mais par contre, il peut effectivement aussi tuer avec ce pouvoir parce qu'il a la possibilité de prendre le cœur des gens. Et même s'il leur retire leur cœur et qu'il l'enferme dans un bloc, les gens ne vont pas mourir s'ils n'ont plus leur cœur. Oui, c'est très bizarre, hein, mais bon, faut se dire que c'est un manga, hein. Bon, par contre, s'il prend le cœur dans la main et qu'il le presse, il peut tuer les gens avec ça. Je reviendrai aussi là-dessus, je reviendrai sur Trafalgar Love plus loin. Ensuite, je vais vous parler de Sogeking. Qui est donc Sogeking? Ou alors Sniper King en français. Alors, il faut savoir que quand il y a eu le drama entre Luffy et Usopp à Water 7, ce dernier a plus ou moins quitté temporairement l'équipage. Sauf que quand ils ont voulu sauver Nico Robin à Ines Lobby, Usopp s'est infiltré, il a mis un espèce de masque et il s'est fait passer pour un super-héros qui s'appelle Sogeking. Et là, il a power up un peu parce il a amélioré son espèce de lance-pierre. Je sais plus comment on appelle ça, le Yakubukari, je sais plus. Je vais regarder d'ailleurs. Et j'ai fermé une page que j'aurais pas dû. Ça, c'est moi. Alors, donc, One Piece, Wiki, Usopp. Je vais vous donner le nom de l'arme précisément. Après tout, ce sera mieux. Mais il y avait une page que je voulais pas fermer, qui contient des explications assez intéressantes et importantes. Donc voilà. Donc encore une fois, on va attendre que la page charge. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant sur Sogeking? Donc oui, il se fait passer pour un super-héros et tout ça. Il n'y a que Luffy qui a assez clone pour pas reconnaître Usopp derrière son masque, alors que tout le monde l'a spotted. Après, ils disent rien parce qu'ils veulent laisser les lecteurs et les viewers qui regardent l'anime, ils veulent maintenir la hype, mais ça soit vraiment, il a à peu près la même voix, même s'il a changé un petit peu, forcément. Donc, je vais essayer de vous trouver le nom de son arme. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant que le wiki est un petit peu loin à charger à chaque fois, parce que comme ça, bah, autant il y a pas mal d'éléments que je me rappelle sur One Piece, mais autant tous les petits détails comme ça, c'est là où ça le fait moins, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont me dire le nom de son arme? Alors, son arme, le Ginka Pachinko. Ah, ils me le disent ah voilà, un lance-pierre géant, le Kabuto. Voilà, donc vous imaginez un lance-pierre géant qui est comme sur une perche de selfie ou un grand bambou et qui permet d'allonger sa portée. Et en fait, dans Ines Lobby, il arrive à dégommer le drapeau du gouvernement mondial à une distance assez énorme quand même. Je ne sais pas s'il explique la distance qu'il y a d'ailleurs. Non, ils ne le disent pas, mais disons que, comment vous dire? Imaginez qu'il y a plusieurs parties pour Ines Lobby, l'île judiciaire. Donc, il y a un endroit, c'est séparé bah, par un bras de mer. Donc, je sais pas, il y a peut-être 100, 300 mètres, 400 mètres par un grand pont. Et lui, il arrive à caler son tir et à dégommer un drapeau qui est à l'autre bout, malgré les vents et les vents contraires avec les marées et tout ça. C'est vraiment une prouesse
incroyable. Mais c'est vraiment un sniper d'élite, Ouzop, hein. Le gars, il assure, hein, parce que déjà, c'est à l'octobre, il fait un concours et je crois que je sais plus s'il a perdu ou s'il a gagné, je me rappelle plus. Est-ce qu'il va en parler? Je regarde s'ils en parlent sur le wiki parce que c'est. Non, il le mentionne pas. Mais en gros, il fait un concours avec un mercenaire qui l'a trigger parce qu'il s'est, je sais plus, il s'est embrouillé avec sa fille. Et du coup, il réussit à dégommer une cible sur un clocher. Et du coup, le mercenaire, il laisse la vie ou quelque chose du genre. Bah après, il l'aurait pas forcément tué, hein, c'est juste. Il a voulu lui faire peur en fait. Donc ensuite, je vais vous parler du train sur les mers à Water Seven. Ça, j'en ai pas parlé du tout, mais à Water Seven, ils ont fait un petit train qui a des rails sur l'eau et qui fait les différentes villes autour de Water Seven et qui relie aussi Enies Lobby. Ce petit train, il a été construit par Tom, le charpentier qui était le mentor de Frankie, qui lui a été jugé justement aussi sur Enies Lobby à l'époque, il y a 50 ans, 40 ans ou 30 ans en arrière, je ne sais plus. Quelque chose comme ça, peut-être 30, on va dire 30 ans en arrière, voilà. Où il a construit le bateau pour le seigneur des pirates Goldie Roger. Et donc, il a été jugé pour ça par un juge. À l'époque, ils étaient moins cons à Enies Lobby et il y avait un jugement. C'est avant que le CP9 il foute la merde. Encore que je vais y revenir juste après. Donc, il a été jugé pour ça. Sauf qu'il a dit au juge, il a réussi à dire, ah, je suis en train de construire un train qui peut relier toutes les îles et il pourra aller sur l'eau. Water Seven, c'est une ville sur l'eau. Donc, bah, puis One Piece, il y a beaucoup plus d'eau que de terre. Donc, et c'était très pratique pour les gens parce que l'économie, c'était pas leur fort. Il y avait un gros problème de l'économie justement parce que bah, par rapport qu'ils dépendaient que des navires pour se déplacer et tout ça. Enfin, c'est quelque chose du genre. Il y avait un problème comme ça. Je sais plus précisément et il faudrait que je regarde, mais faut que je recharge encore le wiki. Mais bref, et donc bah, le souci, c'est que lui réussit à faire ça. Seulement, le problème, c'est que le CP9 qui bosse pour le gouvernement mondial s'en mêle. Ils se disent, ouais, non, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Du coup, ils font un traquenard. De ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire utiliser parce que Frankie construit plein de petits bateaux spéciaux avec des bateaux de combat. C'est genre des mini-bateaux avec des lance-missiles, des machins, des Gatling et tout ça. Ils se mettent à faire ça. Sauf que le gouvernement mondial, ils y piquent et ils vont faire un attentat contre. Attendez, contre qui déjà qui font l'attentat? Je crois qu'ils attaquent carrément la ville ou je ne sais plus. Ils tirent sur les gens avec les bateaux. Et du coup, bah, ils font accuser bah, Tom, le charpentier. Et du coup, Frankie, il pète un câble et il veut les empêcher de les emmener. En plus, ils emmènent leur créateur avec son. Ils emmènent le créateur Tom sur son propre train pour le train qui desserve Enies Lobby où il sera jugé. Et Frankie s'y oppose, il se met sur les rails, il se prend le train dans la figure. C'est pour ça qu'après, bah, il est gravement blessé. Du coup, il réussit en rassemblant des métaux et tout à se faire un corps cyborg et à survivre de cette façon. Donc voilà pour la parenthèse avec le train sur les mers. En sachant qu'il y a un autre train, je ne sais plus comment il s'appelle, il faudrait que j'aille sur l'arc de Water Seven. Hop, Water Seven. Un prototype du train sur les mers. Le Rocket, je crois. Enfin, oui, en gros, c'est un train que Luffy il va prendre pour rallier Enies Lobby en pleine tempête. En plus, ils se prennent une énorme tempête assez impressionnante à Water Seven et c'était le dernier. Le train des mers, il part pour Enies Lobby en emportant Nico Robin avec des agents du CP9 à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un petit arc
où ils se combattent sur le train, c'est sympa. Et donc, Luffy, tout ça, grâce à Iceberg, ils prennent un autre train. Et le wiki est en train de bugger. Ou alors c'est que ma connexion a lâché. Après tout, Free m'habitue très bien à avoir des connexions intempestives. Donc ouais, c'est un train qui est très très rapide. C'est un dragster le train en fait, hein. Il va vraiment 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 vite. Et donc il rattrape avec ça l'autre train et il l'aborde et puis ils arrivent à... Le souci c'est que Lucy, ouais je crois que c'est Lucy, bah, il est très fort du coup. Et ils arrivent à détacher la locomotive de tête. Et du coup, bah, ils se retrouvent coincés en plein milieu de la mer sans la locomotive. Et c'est là où il y a des monstres marins, enfin pas des monstres marins, des... Je sais plus comment... Des... Vous savez, les plésiosaures là. Bah, il y en a dans One Piece, ça. Je sais plus le nom des... qu'ils disent dans One Piece, justement. Bah, en fait, vous avez ça, qui sont dirigés par le gang de Frankie. Ils sont assez gros et du coup ils arrivent à tirer le reste du train jusqu'à Nies Lobby. Puis en plus, il faut savoir que quand ils font l'assaut sur Enies Lobby avec ces plésiosaures, ils y ont mis aussi des chenilles et ils arrivent à assiéger Enies Lobby. C'est un arc assez long, hein, Enies Lobby. Ouais, ça a complètement planté la page sur Wiki. Du coup, c'est un peu gai tout ça parce que c'est pas le moment que tout ça me plante dans les pattes. Je vais relancer via Google, hein, comme ça ira peut-être même plus vite. Alors, One Piece, Water 7. Ah ouais, ils me mettent le nom des épisodes, c'est un peu gay, c'est pas ce que j'ai demandé. Ouais, c'est en train de charger. Je vous ferai des petites coupures quand il y a des petits temps morts comme ça. Donc, encore une vidéo, il y aura beaucoup de montage, malheureusement pour moi, hein, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, du coup, résumé approfondi. Nanana, nanana, la franchiose, non, c'est pas ça qu'on veut, nous. Ouais, la franchiose, bah, ça, c'est le nom de la maison où il y a Frankie. Puis, en fait, bah, déjà, ça, j'en ai pas parlé, mais je peux vous le mentionner. En fait, à la base, à Water 7, Frankie, il pique l'argent des Mugiwara. Je sais plus, c'est... Parce qu'en fait, il y avait toute l'or qu'ils ont récupéré sur Skypia, qu'ils ont donné les Chandoria pour les récompenser d'avoir sauvé l'île Céleste. Bah, ils l'ont fait... Ils ont amené toute l'or dans une banque et ils ont récupéré, je sais plus, peut-être 200 ou 100 millions, 100 millions, quelque chose comme ça, je sais plus. Une très très grosse somme en tout cas. Et Frankie, il vole l'argent. Et il tabasse Usopp d'ailleurs avec ça. Même s'il a quitté l'équipage, Luffy et tout ça, ils sont pas contents. Ils vont défoncer la maison de... Enfin non, c'est avant qu'ils quittent l'équipage qu'ils vont défoncer cette maison-là. Et ils défoncent tout. Du coup, il a SDF après Frankie. Bah après, ils sont potes plus tard parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et à cause du CP9 qui en a après Frankie parce qu'il a les plans... il aurait des plans sur... donc, qu'est-ce qu'il a? Frankie, il aurait un plan important sur les armes antiques, quelque chose comme ça, et du coup, c'est P9, il en a après lui, et du coup, bah, il l'arrête avec Nico Robin, et du coup, faut que... C'est pour ça que le chef du gang de Frankie, il rejoint les Mugiwara avec les plésiosaures pour rejoindre Water 7. Donc, ils me disent pas le nom du train. Attendez, je l'ai vu là. Rocketman, il s'appelle le train, tout simplement. Ouais, d'accord. J'étais pas loin. Donc voilà pour ces explications. Ensuite, une petite correction par rapport au jet ski que je disais pour Nami dans l'arc de... comment ça s'appelle déjà cette île je sais pas, Skypia. Skypia, l'île céleste Skypia. Ça s'appelle un Waver. Et c'est un petit jet ski, oui, en effet. Il est propulsé par un système avec des coquillages très spéciaux qui viennent de l'île céleste.
c'est des coquillages qui peuvent enregistrer des effets. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez des flammes dedans, eh ben, il peut refaire les flammes. Enfin, dit comme ça paraît un peu difficile à expliquer, mais si vous mettez du vent dedans, vous faites un système de propulsion complètement pété. En fait, vous mettez par exemple une petite flamme dedans, le coquillage va intensifier sa puissance et ça fait lance-flamme, quoi. Donc si vous mettez un peu de vent là-dedans, ça fait un kit de nitro et du coup c'est très utile pour un système de propulsion. Et du coup c'est avec ça que c'est avec le Waver que Nami réussit à escalader la tige géante jusqu'à l'arc maxime de Ener, où Luffy arrive à retourner sur le bateau, à mettre une raclée à Ener, comme vous avez vu dans la cinématique de toute façon. Et puis voilà. Donc voilà pour l'explication avec Nami. Ensuite, je voulais revenir sur les explications à propos de Oz, le zombie géant très creepy qui fait au moins 10 géants de hauteur. Donc Oz, c'était un démon qui a vécu il y a 500 ans, qui était connu aussi comme le nom de transporteur de continent. Je ne sais plus pourquoi, mais c'est son titre. J'essaie de vous retrouver la page tout de même, ce serait utile. Donc il y a un truc gay à savoir sur ce garde, déjà parce que il porte un pagne. En fait, il est mort parce qu'il a été dans des contrées gelées. Et cette espèce de Aubin, il a été comme ça en pagne. Et du coup, il est mort congelé. C'est comme ça qu'il est mort. Il n'était pas très très intelligent donc. Et pourquoi il est sur Trailer Back? Parce que Moria, oui, c'est Moria. Moria, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé pris dans la glace et tout ça. Et vu que son pouvoir, c'est de manipuler les ombres et qu'avec tous les cadavres et tout ça, s'il y en met une ombre dedans, il y rend la vie. Et du coup, il a mis l'ombre de Luffy là-dedans parce qu'il a réussi à faire un peu de stratège Moria en faisant. Ah, je vais pas y arriver. Avec son manoir hanté et tout ça, il a réussi à piéger les ombres de tout le monde, de tout l'équipage. Bon, après, il les récupère. Je crois pas qu'ils ont tous perdu leurs ombres. Ah, je sais plus trop. Si, si, oui, si, mais il y a toute une histoire, mais ça serait trop long parce que Thriller Back, c'est très très long comme arc, hein, mine de rien. Il est pas mal, hein. Je le conseille. Donc, oui, Oz, je disais. Le transporteur de continent, oui, voilà. Oz est un gigantesque zombie rouge avec un visage squelettique et de larges bras. Il est doté de 2 cornes, sa taille hors du commun est largement supérieure à celle de 2 géants adultes. Donc là, vous voyez, ils disent 2 géants adultes. Oz aurait ce vengeance selon les légendes, oui, d'accord. Mais en beaucoup plus grand, sa taille est 4 fois plus grande que celle des plus grands géants. Donc, quand je disais 10 géants, c'est les géants classiques. Et quand il y a des grands géants, enfin, vous voyez ce que je veux dire maintenant. Attendez une seconde que je retourne. Quand je dis qu'il est légèrement supérieur à celle de 2 géants adultes, ce qu'ils veulent dire plus bas, c'est que c'est 2 géants adultes, mais les grands géants. Et les grands géants qui n'en valent déjà 5 géants. Oui, il faut suivre, hein, c'est pas évident. Donc voilà pour la petite parenthèse avec Oz, qui était une sorte d'entité démoniaque en somme, hein. Et donc après, quand ils y ont cassé la colonne vertébrale avec leur technique et tout, il peut plus bouger. Et quand Moria il récupère tous les ombres des zombies plus Oz, il est de nouveau mort, hein. Mais de toute façon, il était déjà mort. C'était juste l'ombre de Luffy qui l'animait. Donc voilà pour Oz. Alors ensuite, j'ai oublié de vous mentionner que ce qui s'est passé à Thriller Bark et comment ils en sont sortis contre Kuma qui aura lancé le Ursaring, une explosion d'air qui est assez violente. Bon, ça, c'est aussi gai dans le jeu parce qu'ils se la prennent pas dans l'animé. Enfin, il me semble qu'ils
Ça, si, ils se la prennent, mais... Attendez, je réfléchis 5 secondes. Non, oui, ils se prennent cette attaque, hein, ça les fout par terre, ça les met KO et tout. Il y a juste Sanji et Zoro qui arrivent à s'en remettre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Zoro, il va faire un pacte avec Kuma, qui va lui montrer ce que Kuma, du coup, il est un peu des deux bords, parce qu'avant, c'était un âge... Il a bossé aussi avec les révolutionnaires, donc du coup, il est un peu des deux côtés, entre la marine et eux. C'est un peu compliqué. En fait, il est infiltré dans la marine. Sauf que, ouais, sauf que, est-ce que je vous le dis maintenant ou je vous le dis après? Non, je vais vous le dire maintenant, tant pis. Sauf que Kuma, qui est plus ou moins mi-homme, mi-cyborg, a voulu servir de sujet d'expérience pour le docteur Vegaspun, qui est un grand scientifique dans la robotique. Du coup, il est à moitié cyborg, sauf qu'ils ont reprogrammé sa partie cyborg en effaçant sa mémoire humaine, en le transformant en simplement un cyborg. Et sauf qu'après, les souvenirs, ils y reviennent, et après Marineford, je crois, oui. Enfin, non, c'est avant Marineford qui subit ça. À Thriller Bark, il est encore humain. Il a son fruit du démon et il a rien de cyborg en lui du tout. C'est après qu'il a voulu servir de sujet d'expérience pour Dr. Vegaspunk afin d'accélérer la robotique. Mais donc, ouais, à Thriller Bark, il extrait une bulle de Luffy qui contient toute la douleur que Luffy a endurée depuis le combat contre Lucy jusqu'à Moria. Et il dit que, et Zoro il propose que si lui il arrive à prendre toute la douleur de son capitaine, enfin c'est un peu compliqué hein, à expliquer comme ça. Donc Zoro il touche la bulle et il déguste, hein, il struggle vraiment, il a failli en mourir d'ailleurs. Hein. Et il a réussi à tenir toute la douleur et quand il revient avec l'équipage en mode badass, il est là en mode il ne s'est rien passé du tout. Et on voit qu'il est vachement blessé et tout, et après il dort pendant un long moment. Mais il s'en remet, hein, après c'est un manga, hein, donc pas chercher à comprendre plus loin. Et Zoro, il a une résistance de malade de toute façon, encore pire que Luffy. Donc voilà. Et donc ils s'en sont sortis parce que grâce à ça, Kuma les a épargnés et il est parti tranquille parce qu'il a vu que Zoro, il avait du cran, il a respecté ça. Ensuite, nous allons parler de ce qui s'est passé sur l'archipel Shabaundi et aussi pourquoi ils sont venus à Shabaundi et qu'est-ce que c'est concrètement Shabaundi. Donc l'île de Shabaundi, c'est une île étape avant d'aller dans le Nouveau Monde. C'est aussi là où il y a une résidence, il y a le parc d'attractions dont aime bien Arlong, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est aussi là où il y a aussi des résidences des dragons célestes que je vous reparlerai plus loin. Ce qui se passe, c'est que l'île de Chabondi, c'est très joli, il y a des magasins, c'est sympa, tout ça. Sauf qu'ils font aussi le marché des esclaves. Donc il y a des slave auctions, tout ça, et ça c'est la partie sombre de Enies Lobby. C'est aussi un endroit, un repère de pirates malfamés et tout ça. En fait, il y a les marines et les pirates là-bas. C'est un peu compliqué, Chabondi. Mais si Luffy et son équipage ont été à Shabandi, c'était pour obtenir un revêtement spécial sur leur bateau qui leur permet d'aller sous l'eau, c'est une espèce de bulle, pour atteindre l'île des hommes poissons. Pourquoi ils devaient aller sous l'eau pour continuer leur voyage et pas continuer par la mer? Tout simplement parce qu'après vous avez Redline et pour repasser Redline, il faut passer par Marijois qui est le QG du gouvernement mondial et des dragons célestes. Donc aller là, c'est du suicide pur et dur pour des pirates. Hein, c'est même pas la peine d'y songer. Donc du coup, ils passent en dessous de Redline parce que l'île des hommes poissons se situe pile poil en dessous de Marijois à 10 000 mètres de profondeur. Donc du coup, ils allaient sur Shabandi pour faire ce revêtement spécial. Sauf qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'une des amies de Luffy, qui est une sirène, alors là, les sirènes
sur les Slav Auction, ça y va, quoi, ça rafle, elle s'est fait kidnapper, elle a failli se faire vendre un dragon céleste. Sauf que Luffy, il a pété un câble et il a cassé la figure à un dragon céleste, ce qui a déclenché, en fait, c'est comme si vous donniez un coup de poing à un président et que vous avez les 5 étoiles derrière vous après. Donc la marine et tout ça, ils s'en sont mêlés. Il y a eu les pacifistas qui sont, bah, justement. Ah bah oui, mais s'il y a les pacifistas déjà, ça veut dire que... Ah oui, non. Comment je vais vous résumer ça à propos de Kuma? Euh, non, faut que je regarde le wiki parce que là, Kuma, c'est très important comme personnage à vous expliquer. Alors, One Piece, Kuma. Bartholomew Kuma. Donc là, je vais vous résumer tout ce qui est écrit, ça sera mieux. Bartholomew Kuma est un des 7 grands capitaines corsaires. C'était à l'origine un révolutionnaire dont l'ancienne prime était de 296 millions de berries. Il fut autrefois le roi... non, ça spoil. Il a gagné le surnom de tyran. C'est un humain qui accepta d'être transformé en cyborg par le docteur Vegapunk pour des raisons encore inconnues. Ah d'accord, ça n'a pas été relevé. Donc voilà. Dès que Vegapunk eut fini de la transformation de Kuma en pacifista, le capitaine Corsair devient le premier de la série. Donc lui, c'est le premier pacifista. Il porte le numéro de série PX0. On va aller sur le wiki des pacifistas. Les pacifistas sont d'énormes cyborgs utilisés comme machines armes de guerre par la marine. Ce sont des armes humaines. Développés par le scientifique de la marine Vegapunk, ils sont inspirés du modèle de Bartholomew Kuma, mais non pas comme leur modèle le pouvoir du Nikunomi, le fruit du coussinet, ce qui ne les empêche pas d'être confondus avec l'original. Donc ouais, c'est des robots, c'est des droïdes. Donc oui, il y a ça, et il y a aussi l'admiral, bah, vous avez vu avec les cinématiques, Kizaru qui débarque, et il y a aussi Kuma en personne. On peut le différencier avec les autres pacifistas parce qu'il tient une Bible, un grand livre comme ça, une sorte de Bible, hein. Et à savoir que Kuma, avec son fruit, il a aussi un autre pouvoir très spécial. S'il enlève son gant, tout ce qui touche, il peut le faire disparaître. Au début, donc ce qui va se passer, c'est que l'équipage de Luffy a failli se faire décimer par Kizaru parce qu'il est très fort quand même. Sauf que Kuma va intervenir. Il va toucher chacun des membres de l'équipage de Luffy en les faisant disparaître. Donc Luffy va finir en pleurs parce qu'il croit qu'ils sont tous morts, que c'est fini, que c'est la défaite, que toute l'aventure c'est fini. Ils ont trop fait les cons et que ça leur retombe sur le dos. Enfin que voilà. Et lui-même aussi, bah, il se fait disparaître. Et donc on aurait pu se dire, bah ouais, voilà, One Piece c'est fini, game over. Ça aurait été un peu gay, hein, pour un manga. Mais après, ils auraient pu faire ça, hein. Il y a des mangas qui sont capables de finir comme ça. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que personne n'est mort. Ils ont tous été téléportés à différents endroits dans le monde, quoi. Dans le monde de One Piece, évidemment, ils n'ont pas été dans une dimension parallèle ou ailleurs, hein. Et en fait, en les faisant disparaître, ils les ont téléportés à des endroits. Parce qu'avant de les faire disparaître, ils leur demandent où est-ce qu'ils veulent aller. Bon, eux, ils savent pas parce qu'ils sont confus. Mais son fruit il est tellement craqué, Kuma, qu'il arrive à deviner euh, ce- les, les ambitions de chaque personnage, de leurs ambitions cachées même. Donc du coup, il les téléporte à des endroits qui vont servir à leurs ambitions. Et je viens de faire tomber mes chips. Du coup, est-ce que je vous parle des 2 ans maintenant? Non, non, pas encore. Je vais effacer ce que j'ai déjà parlé en sujet, voilà. Hop. Ah oui, voilà.
je vais vous parler brièvement aussi des supernovas. Donc là, j'ai besoin du wiki. Les 11 supernovas de One Piece. Hop, voilà. Donc, que sont les 11 supernovas? C'est la pire génération. C'est-à-dire que c'est la nouvelle génération des pirates de renom après l'ère de Barbe Blanche. Donc, dedans, vous avez Eustache Kid, vous avez Luffy, vous avez Basil Hawkin, X-Drake, Trafalgar D. Waterlove, et oui, là aussi le dit Trafalgar, hein, parce que c'est qu'un grand nom, Scratchem Apu, Killer, Chiverly Bonnie, Captain BG, Roronoa Zoro, Eau Rouge et Barbe Noire. Je vais vous parler brièvement de leurs fruits. Donc, Eustache Kid utilise le fruit du démon. Oh, ils ne le mettent pas. Qui lui permet de manipuler les forces magnétiques, donc le fruit magnétique, on va dire, voilà, parce qu'ils ne mettent pas le nom du fruit, c'est emmerdant. Basile, lui, utilise un. Alors, attendez. Un fruit qui manipule la paille, il utilise des aptitudes vaudou qui lui permettent de se transformer en une gigantesque poupée vaudou. Assez spécial. X-Drac, lui, il peut se transformer en raptor. Ça, je m'en rappelle. Ah, non, c'est pas un raptor. Il peut se transformer en allosaure. Donc, Trafalgar, vous savez. Scratchim Apu. Scratchman Apu. Son fruit utilise les vagues sonores en tant qu'arme en transformant les différentes parties de son corps en instruments de musique. Killer, très habile avec les crochets, l'acrobatie, vitesse surhumaine. Lui, il n'a pas de fruit du démon, c'est un assassin complètement pété. Chiverly Bonnie, elle utilise le fruit qui lui permet de manipuler l'âge de tout le monde, y compris elle-même. Donc elle peut être vieille, elle peut être jeune, elle peut être un bébé. C'est assez spécial que le fruit est très marrant. Alors le fruit du château pour Al Capone BG, qui est inspiré de Al Capone, le grand bandit de Chicago. Donc son fruit lui permet d'emmagasiner des personnes et des objets à l'intérieur de son corps à la manière d'une forteresse. Donc Zoro, vous connaissez, et Eau Rouge. Lui, il a un fruit du démon de type paramécia qui permet d'accroître les muscles. Pilier géant comme arc, force humaine. Ouais, donc son fruit du démon, il n'est pas forcément très intéressant sur le papier, mais disons que ça lui permet d'accroître sa force musculaire. Vu comme ça, c'est pas, ça parle pas trop, hein. Donc voilà pour les 11 supernovas, la décimation de l'équipage, je l'ai expliqué du coup, c'est parfait. Ensuite, je vais vous reparler de l'arc de Impel Down avec certains prisonniers spéciaux que j'ai oublié de mentionner. Donc on a dit qu'il y avait Jinbei. Il y a aussi un étage secret entre le dernier étage de Impel Down. À savoir que chaque étage de Impel Down s'est inspiré des 7 cercles de l'enfer. Donc je ne sais plus comment on appelle tout ça, mais vous savez mieux que moi. Donc à cet avant-dernier étage, il y a un étage secret où il y a tous les prisonniers qui ont réussi à s'évader plus ou moins grâce à Ivankov, espèce de gay clone qui est un personnage très, très spécial, on va dire. J'en reparlerai après. Donc en prisonnier spécial de Empeldov que je dois mentionner, vous avez Crocodile, vous avez donc Jinbei que je viens de vous dire, vous avez Mister 2, Mister 2, Mister 2 quoi, et Mister 3. Vous avez Mister 1, vous avez Baggy le clown, et en fait ils vont s'évader avec Luffy qui réussit à battre Magellan grâce au stratège de Mister 3 qui combine ses attaques de la cidre, ses attaques de cidre, pas de cidre, de cire avec les attaques combinées de Luffy qui permettent de le protéger du poison et de battre Magellan qui s'était transformé.
mais en hydre. C'est un combat assez épique à voir. Mais du coup, on ne le voit pas dans One Piece Pirate Warriors 3. C'est que dans l'animé. Donc ouais, vous avez tous ces personnages-là et du coup, ils deviennent plus ou moins temporairement, voire définitivement certains, des alliés de Luffy. Ils vont après sur Marineford parce que Ace, entre-temps, il a été transféré dans un autre château. Oui, référence à Mario. Cherchez pas. Ensuite, je vais vous parler brièvement de l'île de Amazon Lily. En fait, c'est là où qu'a atterri Luffy pendant que... quand il a été transporté par Kuma, quand il l'a touché avec sa main droite et en le faisant disparaître à Shabandi, Luffy a atterri sur une île où il n'y a que des Amazones, que des femmes. Et les hommes, ils sont interdits. En fait, s'il y a des hommes qui débarquent sur l'île, ils sont butés, tout simplement. Donc Luffy, il a eu de la chance, il a réussi à s'en sortir parce que l'impératrice Boa Hancock, elle est tombée amoureuse de lui. Donc du coup, après, il s'est bien battu dans l'arène des Amazones contre ses deux sœurs Gorgogne et tout. Ils étaient assez balèzes aussi. Et qu'elle a vu qu'il avait aussi le Haki des rois et tout ça, et qu'il était très puissant, du coup, elle tombe amoureuse. C'est un peu gay tout ça, mais voilà. Du coup, elle l'a aidé à infiltrer Impel Down. Donc ça se passe avant Impel Down et c'est elle qui l'aide à infiltrer Impel Down avec son statut de corsaire. En fait, le fils cache sous sa robe et ils arrivent à passer le poste de garde. Parce qu'elle vient là pour interroger soi-disant Jinbei. Donc voilà, pour Amazon Lily. Bon. Ensuite, je vais vous parler de Ivankov, même si je ne l'aime pas. C'est un personnage qui est quand même assez important. Ivankov, c'est un personnage qu'on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Ouais, c'est pas non plus un trans. C'est juste parce qu'il a mangé le fruit qui lui permet de changer de genre. Le fruit des hormones. Mais il peut faire d'autres choses avec ça. Il peut augmenter la taille de sa tête, il peut ce genre de choses. Et il peut aussi soigner, retirer le poison et refaire l'ADN de quelqu'un. Donc il peut transformer quelqu'un d'homme à femme et tout ça. Et il y a des rumeurs qui disent que Crocodile, avant, c'était une femme. Et c'est pour ça que Crocodile, il est un peu gêné après, quand il revoit Ivankov. Mais Ivankov a quand même été très utile parce qu'il a permis de sauver Luffy quand il a été violemment empoisonné par Magellan et qui a failli mourir. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des enjeux de la bataille de Marineford. Donc, ce qui s'est passé à Marineford, c'était le siège à l'époque de la marine, où il y avait tous les admiraux et tout ça, où il y avait l'admiral en chef Sangoku. Donc en fait, il y a une coalition avec pas mal de pirates qui sont ralliés à Barbe Blanche. Barbe Blanche, il a rejoint là-bas avec son navire il a le Moby Dick qui a le nom de de la célèbre baleine blanche, des contes de Moby Dick, ou la légende selon. Il était aussi revêtu d'un revêtement spécial pour passer sous l'eau. Donc le navire il a surgi sous l'eau et il y avait un autre. Enfin, ils ont fait tout un stratège, il y a eu des leurres et tout ça. C'est bien. C'est sympa la bataille de Marineford. Hein. Ça vaut. Donc, en fait, imaginez Marineford comme une pseudo Chibi. Un peu comme Chibi, voilà. Pas tout à fait pareil, mais dans la même ampleur. Hein. C'est des grandes batailles épiques. Donc à Marineford, il y a eu pas mal d'officiers. Il y avait tous les 7 capitaines corsaires qui étaient mobilisés. Il y avait les pacifistas, il y avait tout. Donc il y avait Boa Hancock aussi, parce qu'elle est aussi une des 7 grands capitaines corsaires. Vous avez vu, il y avait Doflamingo, parce que lui aussi il en fait partie, parce que lui c'est un grand stratège, c'est Mastermind, donc lui il sait où être il sait être au bon endroit. Il avait des AK Joker, donc il a des oreilles partout. Enfin, Doflamingo quoi. Et donc, l'enjeu de cet arc, c'est que Ace, c'est le fils adoptif de Barbe Blanche. Donc, il a essayé de le sauver. Sauf que, comme vous avez vu dans les cinématiques, cela a échoué. Et donc, l'enjeu de cette bataille, c'était de sauver Ace et, et aussi, pour certains, comme Crocodile, de prendre la tête de Barbe Blanche pour
avoir plus de renom et dire que c'est lui qui a battu l'homme le plus fort du monde parce que c'est comme ça que s'appelait Barbe Blanche. Et c'est aussi là où que Barbe Noire rejoint Foutre la Merde parce qu'il récupère le fruit de Barbe Blanche et qui devient complètement pété parce que faut savoir qu'après Barbe Noire devient un des 4 empereurs en remplacement de Barbe Blanche justement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et l'enjeu aussi c'était aussi d'exterminer la marine et d'en finir. Enfin, l'enjeu de la marine c'était d'éradiquer la nouvelle vague de piraterie et de terminer l'ère sur One Piece. Sauf que Barbe Blanche l'a relancé de plus belle en criant le One Piece existe. Du coup, ça l'a ravigoté tous les pirates du monde qui regardaient par escargophone ce qui se passait à Marineford. Oui, parce que les escargophones, ils sont aussi ils peuvent aussi voir comme des écrans, hein, c'est pas mal ça aussi. Les visio-escargophones. Donc voilà à peu près pour Marineford. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans une cinématique où Garp se fait démonter par Luffy sur un espèce de pont pour rejoindre l'échafaud où il y a Ace. En fait, Garp, il a fermé les yeux, si vous avez remarqué. Il s'est laissé faire par Luffy. En fait, Luffy, il était quand même très affaibli hein, avec tout ce qu'il a mangé depuis Shabandi, même, même un Peldov, il a pris cher, tout ça. Donc, puis même, il a eu à faire face aux 7 capitaines corsaires, même. Enfin, Boa, il a pas touché parce que la bataille, c'était une immense bataille, il y avait plein de trucs. Mais Doflamingo, il a dû y en avoir après lui. Il y a eu Mio qui a lancé quelques coups d'épée. Enfin, après, c'est pas tout pris. Il y avait tellement, tellement, tellement plein de généraux et de personnages qui étaient là, des alliés, tout partout. Mais enfin, bref, Luffy, il avait aucune chance de battre Garp en fait. Hein. Il s'est mis en gear Seconds et il a foutu un coup. Mais Garp, il l'a laissé faire. Il a fermé les yeux, il a laissé le coup venir et il s'est laissé faire. Et c'est pour ça que Sangoku, il était triggerhead. Et d'ailleurs, on va parler de Sangoku, le chef des admiraux de la marine, qui lui utilise le fruit du Bouddha, qui transforme en énorme Bouddha en or. Il a l'air pété comme ça, mais Luffy a quand même réussi à le battre. Il était tellement déterminé à sauver Ace et tout, il a tout donné, mais voilà. Je sais plus comment il a réussi à le battre par contre. Je crois qu'il a fait un Gear Third et puis vous savez quand il se met en très grand et il l'a battu. Mais il n'aurait pas battu Garp hein, comme ça. Ça aurait été un combat un peu plus long normalement, à la rigueur. Même s'il était épuisé et tout ça, le fil, il avait encore un peu de ressources pour tenir Garp. Il l'aurait peut-être battu, hein. Je sais pas en fait. Enfin bref. Et donc oui, Sangoku, le chef des admiraux, qui démissionne après la tragédie de Marineford, parce qu'il y a quand même pas mal de dégâts, ça fait tâche dans les rapports de la marine avec tout ce qui s'est passé. Hein. Marineford s'est fait un peu trop défoncer la gueule. Hein. Donc, ouais, je crois qu'il a démissionné pour ça, ou soit parce qu'il était là, soit qu'il en avait marre, ou alors c'est à cause de Akainu. Et après, l'admiral en chef, ça devient Akainu. Donc là, ça rigole plus du tout dans la marine. Akainu qui a failli buter Kobe d'ailleurs. Donc c'est peut-être ça aussi qui a dû se dire à l'admiral, putain, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des blessures de Jinbei et Luffy. Oui, parce qu'ils ont quand même été touchés par Akainu, même après, même là, si dans les cinématiques, on voit qu'ils ont fait gagner du temps et qu'il a réussi à prendre le petit sous-marin jaune de Trafalgar Love. Je suis pas sûr qu'on le voit dans la cinématique. Non, on ne voit pas son sous-marin à Trafalgar Love. Mais en fait, après, c'est que Akainu, il réussit quand même les poursuivre. Jinbei, il essaye de protéger Luffy, mais il se prend l'attaque de Magma et ça blesse gravement Jinbei et Luffy. Encore plus, qui s'était déjà pris pas mal de dégâts de Akainu. Donc, ils sont un peu aux portes de la mort, les deux. Ils sont sauvés par Trafalgar Love, qui les soigne. Parce que c'est un très 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 grand médecin. Puis avec son fruit, il peut vraiment faire des trucs complètement pétés. Hein. Donc, il réussit à soigner Jinbei et Luffy.
Je vais vous parler brièvement de la dépression de Luffy quand il a perdu Ace. Forcément, hein, c'était son frère de serment, son frère, tout ça. Frère de sang, non, parce que... Ouais, je vais le mentionner rapidement. Non, je vais le mentionner plus tard parce que je vais en reparler justement. Je regarde dans... Ouais, je vais en parler juste après, donc c'est parfait. Donc, ouais, Luffy, il était très mal quand tout ça, ça s'est passé avec Ace. Donc, du coup, il est en dépression et tout, il se laissait sombrer. Et il y a Jinbei qui a été le voir. Il a voulu casser la figure à Jinbei parce que bah, il devenait fou avec ça le rendait dingue et tout. Et Jinbei, il disait, reviens à la raison, arrête de penser à ça, n'oublie pas tout ça. Et Jinbei, il a réussi à le maîtriser, à le calmer, à le coincer contre une pierre, je crois, contre un rocher, voilà. Il pouvait plus bouger, Luffy. Enfin, en même temps, Jinbei, il est vraiment très fort, hein. En post-ellipse, il défonce Luffy en facile, hein. Donc, voilà. Luffy, il pouvait rien faire contre lui. Et du coup, bah, Jinbei a dit, bah, qu'est-ce qui te reste? Et Luffy, il a finalement montré ses mains, où il y avait ses 10 doigts. Et puis il s'est rappelé qu'il avait un équipage avec tout le monde et qu'eux, ils étaient en vie parce qu'il a... Kumar, il s'est expliqué que tout le monde était en vie, je crois, ou alors il l'a appris dans les journaux. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il a réalisé ça, il a réussi à reprendre, à sortir de sa dépression. Et il est retourné peut-être 2, 3 mois après à Marineford. Il a fait sonner, parce qu'à la base, quand ils sont... Ah, attendez. Oui, à la base, ce qui devait se passer quand il a eu des nouvelles que son équipage était en vie, il devait se retrouver dans 2, 3 jours à Chabondi. Ah oui, non, attendez, non. Je dis des bêtises, je reprends. Donc oui, donc quand il a appris que son équipage y restait, il a cherché à avoir des nouvelles d'eux, à travers les journaux et tout ça. Et donc quand il a su qu'ils étaient en vie, tout ça, il a dit, bon, bah c'est bon. Tout le monde, on se retrouve dans 3 jours à Chabondi et on continue notre petite aventure. Sauf qu'il y a Rayleigh qui est venu en mode No, access denied, qui a dit bah non, erreur 404, ne fais pas ça. Vous allez recommencer la même connerie, vous allez reprendre la mer et vous allez vous faire démonter en 2 secondes pour que vous deveniez beaucoup plus fort. Donc, avec Luffy, ils ont décidé de retourner à Marineford qui était en ruine, hein, même s'il restait des habitations là-bas et des maisons qui étaient habitées et tout ça. Donc ils ont été là-bas, ils ont fait sonner une cloche spéciale que tout le monde a entendu et relayé dans les journaux, qui avait un double sens. Elle était là pour faire sonner une nouvelle ère de piraterie, mais aussi pour envoyer un message à son équipage qui, au lieu de dire attendez, ah c'est dommage que je ne peux pas l'écrire, je vais vous le mentionner. À la base, c'était 2. Donc oui, c'est un message qui est très très important, qui en fait, il fait sonner la cloche un nombre de fois, et au lieu qu'il se retrouve dans 2 ou 3 jours, au final, ils ont dit, le message dit, on se retrouve dans 2 ans. Et c'est dommage que je ne peux pas vous mentionner ce message, hein, mais peut-être quand vous ferez des recherches, parce que je ferai, là, j'ai loqué, pardon, ce que je ferai, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le nom de ce message, parce qu'il est très important. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'enfance de Luffy avec Ace et Sabo. Parce qu'il faut savoir que tout petit, je sais plus c'est dans quel... moi, je me rappelle pas du royaume. Attendez, je vais regarder ça. One Piece, enfance, Luffy. Ouais, Luffy, l'originaire de l'île de Fushia, qui est un petit village de pêcheurs, mais avant ils sont ailleurs, il me semble. Alors, enfance. Est-ce que ça explique bien tout? Ouais, je vais vous lire tout le résumé. Luffy passe son enfance dans un village de pêcheurs nommé Fushia.
appartenant au royaume de Goa, qui est situé sur Ace Blue. Il se lie d'amitié avec une bande de pirates de passage sur son île, l'équipage de Shank le Roux, et commence à rêver de piraterie. Pour trouver sa détermination, il n'hésitera pas à s'infliger lui-même une blessure à l'aile gauche avec un poignard. Ouais, c'est un peu gai ça. L'origine de la cicatrice qui accompagne le capitaine... Ah, oula, je m'embrouille. Le capitaine Shank refuse cependant de le prendre dans son équipage à cause de son jeune âge et préfère le taquiner un jour alors qu'il déjeune avec ses amis pirates dans la taverne du village. Luffy mange par erreur le fruit du caoutchoutier, l'un des fruits du démon que l'équipage avait ramené d'une de ses aventures. Ce fruit le change en homme élastique capable d'étirer son corps de façon impressionnante et forme la base de ses futures techniques de combat. Le revers de la médaille est que les fruits du démon font perdre à leur possesseur, donc Luffy, la faculté de nager, ce qui était bien évidemment un handicap important pour un pirate. C'est ce même jour qu'un bandit des montagnes nommé Iguma et sa bande font irruption dans la taverne pour se procurer de l'alcool. Agacé de voir que tout a été consommé par les pirates, Iguma cherche à provoquer Shank, mais sans succès. Le capitaine préfère se foutre de sa gueule que de se lancer dans une bagarre. Luffy est cependant profondément déçu par l'attitude de Shank et de ses camarades qu'il prend pour de la couardise. Peu de temps après que les pirates sont sortis en mer, Luffy rencontre à nouveau la bande de Iguma et prend la défense de ses amis pirates devant les moqueries des bandits. L'histoire prend un tour dangereux pour Luffy quand Iguma décide de le tuer malgré l'intervention du maire du village. Shank et les pirates arrivent à ce moment-là et font comprendre que même si les insultes n'ont pas été prises sur eux, ils ne pardonnent pas qu'on s'attaque à un ami. Iguma parvient tout de même à s'échapper avec Luffy et qui se retrouve jeté en pleine mer. Il est alors sauvé in extremis des dents d'un monstre marin par Shank qui sacrifie néanmoins son bras gauche. C'est peu après, au moment où les pirates décident de quitter définitivement le village, que Shank lui donne son fameux chapeau de paille. Cet objet extrêmement précieux aux yeux de Luffy symbolise d'une part son amitié avec Shank et d'autre part sa promesse de devenir le roi des pirates, souverain de toutes les mers du monde. Ce n'est qu'une fois cet objectif atteint que Luffy lui rendra son chapeau. Pour parvenir à réaliser son rêve, il doit traverser la dangereuse route de tous les périls Grand Line et trouver le One Piece trésor de Goldie Roger. Sauf que ça me parle pas de ce que je cherchais. Ah voilà, c'est ça. Après ces événements, Luffy est emmené par son grand-père Monkey D. Garp dans le Mont Corvo de l'île de Dawn, chez une femme bandit des montagnes, Curly Dadan, à laquelle Garp avait déjà confié Portugas D. Ace, le fils de Gold D. Roger. Ouais, Ace c'est le fils du seigneur des pirates Gold D. Roger. Au début, bien que rejeté par ce dernier, Luffy persiste à le suivre dans toutes ses petites escapades, incapable au début de suivre Ace. Luffy se fortifie au fur et à mesure de ses randonnées jusqu'à trouver l'endroit où Ace part tous les jours, Great Terminal. C'est à partir de ce moment-là que la fraternité entre Ace, Luffy et Sabo va commencer parallèlement. Garp cherche continuellement à convaincre Luffy et Ace de devenir de grands soldats de la marine et de les entraîner. Elle les entraîne d'ailleurs très durement. Dans cette optique, bien que Ace et son petit frère veuillent toujours devenir des pirates. Donc Sabo que vous avez vu dans les cinématiques, ils l'ont rencontré aussi ici. Et il faut savoir que Sabo, il était un fils d'un bourgeois. Attendez, je vais vous regarder, je vais vous mettre son wiki. Il n'y a pas son wiki. C'est pas juste. Alors, One Piece, Sabo. D'accord, je n'ai pas son wiki. Bah, je vais vous résumer avec avec mes mots. Donc, Sabo, il faisait partie des bourgeois. Donc, il vivait dans une ville, il est né avec une cuillère d'argent, quoi.
Mais lui, il préférait vivre comme pas comme un paria, mais comme enfin, un aventurier, un pirate, tout ça. Et Grey Point Terminal, que j'ai parlé là dans le wiki, c'est un endroit où c'est une décharge où tous les pauvres ils récupèrent de ce qu'ils jettent dans la grande ville. Je sais plus le nom de la ville par contre. Enfin voilà. Donc ça c'est leur enfance. L'enfance de Luffy avec Ace et Sabo. Ensuite, là ça va être plus complexe, mais je vais faire au plus simple. Je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant l'ellipse de 2 ans avec les autres membres de l'équipage. Donc déjà, Nami elle atterrit sur une île céleste qui s'appelle Waiteria, où il y a les plus grands professeurs, on va dire professeurs ou scientifiques sur la météo. Donc elle a tout appris là-dessus sur la météo. Et c'est comme ça qu'elle a power up avec. Elle a pu améliorer son bâton, le Climatact, et avoir des nouvelles techniques basées sur ça. Ouais, j'explique un peu brièvement parce que c'est pas évident comme ça. Et je ne vais pas vous chercher à chaque fois tous les wikis de la planète. Ensuite, Nami, vous appelez l'atterrir sur une île où il y a plein de plantes carnivores et attendez, il y a quoi comme spécificité sur cette île? Ouais, il y a des insectes géants, ça je le sais. Ah oui, en fait, c'est des énormes rafflesia. Vous avez des grandes plantes carnivores et en fait, l'île, c'est une immense rafflesia. Et de temps en temps, elle se ferme complètement, comme une mâchoire. Et du coup, bah, faut faire attention de ne pas se faire pas bouffer. Enfin, si, peut-être aussi, je sais plus. Mais en fait, l'île se ferme en deux, pas comme une mâchoire en fait. Donc, il faut s'accrocher aux branches, aux machins. C'est assez spécial. Et donc, Usopp, il a vécu là avec un autre, avec son mentor pour cette partie-là, qui s'appelle Hercule, je crois, qui a un homme qui a un peu le look. Attendez. One Piece, Usopp, Ellipse, 2 ans. Alors, l'équipage de Job, non. Ah, c'est gay parce il ne le mentionne pas encore une fois. Peut-être ici. Ah voilà, je vais pouvoir vous le dire. Usopp sera renvoyé par Kuma sur l'archipel Boyne, qui se trouve être une plante carnivore géante. Sur cette île, Usopp rencontrera Héraclès, qui peut être considéré comme son mentor lors de ses 2 ans d'entraînement, comme je disais. Dès son arrivée sur l'île, Usopp trouvera au centre l'île tout un tas de nourriture très grasse et à force de s'empiffrer deviendra obèse. Il déconne. Seulement lorsque le Martin facteur apportera le journal avec les nouvelles de la mort de Ace que Usopp va vouloir partir de l'île. Malheureusement, il ne possédera pas les conditions physiques requises pour s'échapper de l'archipel de Boyne. Quelque temps après, lorsqu'il reçut le message de Luffy disant que la date de rendez-vous sur l'archipel Shabondi était reculée, Usopp décida de rester sur l'archipel de Boyne afin de s'entraîner et devenir un fier guerrier des océans. Donc je vais aller sur la fiche de Héraclès. Héraclès est vêtu d'une armure d'Anthrochone stylisée qui a l'apparence d'un costume de héros. Un masque couvre son visage, il est aussi doté d'un cap de manche d'un manteau assorti de couleur violette. Il a un corps de forme ronde, contrairement à ses bras et ses jambes qui sont relativement minces après l'ellipse de 16 ans. Héraclès ne semble pas avoir changé physiquement, son apparence globale se rapproche de celle d'un insecte. Donc voilà pour Usopp. Ensuite, Nami, Usopp, Chopper. Alors, Chopper, lui, il atterrit sur une île qui s'appelle l'île des oiseaux, hein, quelque chose comme ça. Hop, je vérifie mes sources. Alors, attendez. Nanana. Ok, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Comme ça, ouais,
comme je l'avais dit au tout début de cette vidéo, qui sera sûrement assez longue quand même, qui va pas être découpée, hein. C'est une vidéo très facultative pour avoir des informations supplémentaires qui n'ont pas été dites dans la première vidéo de One Piece. Alors, Chopper atterrit dans le royaume de Torino, à South Blue, où les indigènes veulent... Oula, mais c'est mal écrit. Où les indigènes veulent, l'ont aperçu et ont décidé de le manger en ragoût. Chopper court et s'enfuit pour sauver sa vie. Il réussit finalement à se cacher alors que les autochtones ont commencé à se battre contre les oiseaux géants de l'île. Après un certain temps sur l'île, Chopper parvient à arrêter la guerre entre les humains et les oiseaux en utilisant sa capacité de parler aux animaux et traduire les paroles des oiseaux aux indigènes. Il décide de partir, ouais, bah ça c'est pareil que... Donc oui, il est sur cette île et il réussit à faire de la diplomatie et du coup les indigènes ils y montrent un endroit où il y a plein de bouquins de médecine et il power up ses recherches sur la médecine et sur les rumble balls, des petites pastilles qu'il utilise pour changer la forme de son corps animal et ça lui permet aussi de maîtriser sa forme berserker géante que vous avez vu dans une vidéo de gameplay. Donc voilà pour Chopper. Zoro, lui, il atterrit sur l'île où vit Dracul Mihawk, donc personnage qu'il a rencontré au Barati où il a fait un duel et Mihawk qui a laissé la vie après un duel. Donc il va s'entraîner là et il y aura aussi Perona qui atterrit ici parce qu'elle aime bien les châteaux sombres et lugubres. Et donc à squat là-bas avec Mihawk du coup parce qu'elle a été envoyée là-bas par Kuma dans l'arc de Thriller Bark, ça se dit plutôt. Et donc Zoro va rester là-bas pendant 2 ans, s'entraîner avec ses skills à l'épée, il va devenir pété. Je pense qu'il est aussi fort que Mihawk maintenant. Donc voilà. Pour Nico Robin, elle a eu plus d'emmerdes. Elle atterrit dans un endroit où c'est un peu en style en ex pendant l'ère de pas de comment il s'appelle le précédent président russe. Euh, comment il s'appelle? Vous savez, le dictateur, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, je me rappelle plus de son nom, c'est dingue, hein. Mais bref, c'est un... En fait, où Nico Robin a atterri, c'est comme si elle était en ex-URSS, donc la Russie d'avant, quoi. Et donc, il y a des camps de travail là-bas et elle est forcée de travailler pour construire un gigantesque pont pour allier une autre île, je crois. Et il travaille là-dessus depuis des années, des années, des années. Et a réussi à s'échapper avec l'armée révolutionnaire qui vient la libérer. Et du coup, à power up son fruit, elle aussi, de l'éclosion, qui permet maintenant de faire des formes géantes, comme vous avez vu dans les vidéos de gameplay. Pour Brooke, c'est un peu gay parce que lui, il a une histoire un peu loufoque, il rencontre les tribus des longues jambes qui le kidnappent et qu'ils en font une rockstar. Ouais, voilà, hein, faut pas... C'est un peu gay. Mais pendant 2 ans, il va faire la rockstar et il va améliorer ses skills là-dedans, du coup. Mais lui, c'est un peu gay, hein, donc voilà. Après, vous avez qui maintenant? J'en ai déjà mentionné pas mal, mais oui, Frankie, lui, il atterrit sur l'île de Vegas Punk. Donc, il va améliorer ses skills en robotique et pouvoir faire des mechas de la mort qui tue maintenant. Pas grand-chose à dire. Je dirais, il a appris quelques trucs sur Kuma, par exemple, je crois. Donc, voilà. Ensuite, il y a Klee. Bah, je crois que j'ai mentionné tout le monde. Attendez. Nami, Usopp, Zoro. Ah oui, Sanji. Alors lui, Sanji, c'est une histoire aussi assez gay. Lui, il atterrit sur une île où il y a que des, il y a que des trans. En fait, c'est des, enfin, pas vraiment des trans, c'est des folles, des méga super open gay clones. En fait, c'est des hommes qui se déguisent qui s'habillent en femmes. C'est des travestis. L'île des travestis. Voilà, c'est ça. Et donc lui, pendant 2 ans, il va essayer de les éviter. Du coup, il va apprendre
il va perfectionner ses techniques à base de coups de pied. Hein, c'est pas évident à expliquer comme ça. Et il serait capable de faire moon jump, moonwalk, qui lui permet de courir en faisant des impulsions. En gros, il peut carrément courir dans le ciel et sauter. C'est assez pété, c'est dur à expliquer pourquoi il peut faire ça en fait. Mais après, c'est un manga. Donc voilà, lui, il se passe ça. Je crois que j'ai mentionné tout le monde maintenant. Je réfléchis. Alors attendez. Nami, Usopp, Zoro, Sanji, Franky, Brook, Chopper, Nico Robin. Je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas oublié un membre de l'équipage, non? Bah non, parce qu'avec Luffy, ça fait 10. Et pour Luffy, lui, bah par contre, ce qui se passe avec Luffy, justement, lui, il va se faire entraîner par Rayleigh sur une île où il n'y a que des monstres complètement pétés, mais genre, il arrive là-bas, les monstres, lui, il est, on va dire, niveau 10, et les monstres, ils sont niveau 100. Et il va perfectionner ses techniques là-bas, il va devenir complètement pété, il va améliorer son acquis de là. Il va apprendre l'acquis de l'observation, de la défense et de l'attaque. En gros, il va être complètement pété, Luffy. Vous avez pu voir ça après avec les cinématiques. Ensuite, du coup, ça, j'ai pas besoin de vous en reparler, j'en ai parlé plus tôt. Alors, je vais vous parler maintenant rapidement du gouvernement mondial et des dragons célestes. Le gouvernement mondial, eh ben, en fait, il faut s'imaginer que dans le monde de One Piece, il n'y a pas vraiment de plusieurs présidents et tout ça dans tous les pays qui traînent. Il y a un gouvernement mondial. Donc, ils dirigent tout. Mais sauf qu'ils sont un peu très, très dictatorial, on va dire. C'est-à-dire que il y a des secrets d'histoire qui veulent pas que les gens se chassent. Et déjà, on ne connaît pas l'origine du gouvernement mondial, comment il est arrivé là. En gros, ils ont une mainmise sur tout. Et il y a aussi des revers, hein. Ils font du trafic d'esclavage aussi là-dessus, ils font tout. C'est pas forcément des gentils, hein, le gouvernement mondial. Hein. C'est les élites. En fait, il faut voir le gouvernement mondial un peu comme une Israël version dark. Voilà. Donc voilà pour le gouvernement mondial. Ensuite, vous avez les dragons célestes, qui eux, ce sont des diplomates en fait. C'est comme des diplomates. Ils sont au-dessus des lois. C'est des descendants des anciens rois qu'il y avait avant le gouvernement mondial. Donc du coup, ils ont tous les droits, ces gens-là. Et ils sont au-dessus du gouvernement mondial. C'est des gars clones qui se croient au-dessus des lois. Ils portent même des combinaisons de spationautes pour pas respirer la même air que les gens. Et ils réduisent en esclavage les bas peuples. Ils ont plein de femmes esclaves, des sirènes et tout. C'est des gros enfoirés. Hein, je vous jure que quand vous les voyez dans One Piece, vous avez vraiment envie de débuter et tout. Et il faut comprendre que c'est pour ça que Luffy il a cassé la gueule à un Tenri Brio. Et il faut savoir qu'à la base, Doflamingo, sa famille, c'était des dragons célestes, sauf que son père, il a fait le gay clone et qu'il a quitté les dragons célestes pour devenir un gauchiste. Et il s'est fait défoncer par le peuple parce que c'était un dragon céleste avant. Et Doflamingo, il avait la haine pour ça parce qu'il avait perdu ce statut, parce que lui, il aimait bien être un gros enculé. Et du coup, après, il est devenu un mastermind au fur et à mesure, parce qu'il a rencontré les bonnes personnes qui l'ont aidé à gravir les échelons. Et à la base, Doflamingo était promu pour devenir le prochain seigneur des pirates. Sauf qu'il a été battu par Luffy. Alors, je vais vous parler maintenant de Vergo. Donc Vergo, on en entend parler dans l'arc de Punkazar. C'est pas un agent double, c'est quelqu'un qui bossait pour la marine, qui a trahi la marine. Ah, non, attendez, c'est pas ça du tout. Je vous le redis. Alors, Vergo, c'est un agent double dans le fait qu'il bosse pour Doflamingo depuis le début. C'est un pirate qui bosse pour Doflamingo, donc. Il infiltre la marine pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Pas pour avoir des informations précises sur tout ce qui se passe. Il y a d'autres raisons, mais je me rappelle plus. Mais bref, il infiltre la marine et après il est trahi et il bosse pour César Clown. Pour César Clown qui bosse pour Doflamingo, donc.
où eux, ils bossent pour le smile. La particularité de Virgo, c'est qu'il a tellement boosté son acquis que c'est une putain de armure, son truc, comme vous avez pu voir dans la cinématique, même si après les 2 ans, Trafalgar Law, il arrive à le péter en deux. Il faut savoir qu'avant les 2 ans, bah, il se faisait défoncer Trafalgar Law par Virgo. Il se faisait même bolosser un peu, parce que Trafalgar Law a bossé aussi un peu pour Doflamingo. Même si je ne veux pas trop vous parler de ça, parce que... Attendez, je réfléchis. Oui, il a bossé un peu pour Doflamingo, puis après, il a été avec le frère de Doflamingo, Corazon, pour soigner sa maladie. Je vais pas trop en parler, parce que ça spoil après. Ça spoil Dressrosa un peu. De Dressrosa, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe, mais je vais pas vous parler de l'histoire des origines de Trafalgar, Love. Donc voilà pour Virgo, expliquer un peu brièvement, hein. Parler du pacte de Trafalgar Love et César Clown avec le cœur mentionné avec le délire Shambles. Oula, qu'est-ce que j'ai marqué comme petite note là, moi? Donc Trafalgar Love a fait un pacte avec Kaiser Clown. Ils ont échangé leur... Enfin, il a confié son cœur à César Clown en échange de sa loyauté. C'est assez spécial, hein, mais après il a fait du mastermind et en fait on découvre que le cœur que détenait César Clown, c'était pas celui-là de Trafalgar Love, mais c'était celui de Monette. Donc du coup c'est pour ça que la pauvre, malheureusement, elle est morte. Parce que quand César Clown il a voulu tuer Trafalgar Love, oula je sais plus parler, Trafalgar Love, et ben en fait il a tué Monette parce que les cœurs ils avaient été changés. Et le délire avec le Shamble, c'est c'est un moment quand au tout début, Trafalgar Love il est hostile à Mugiwara et son équipage parce qu'ils arrivent sur Trafalgar Love et puis lui, bah, donc c'est au moment qu'ils arrivent sur Punk Hazard et vu que Trafalgar Love bossait pour César, du coup il défend le labo. Et donc à partir de là, donc, il défend l'endroit et il utilise son fruit du démon et une technique Shambles et il inverse la personnalité il y avait Chopper, il y avait Nami, il y avait Shanji, il y avait Smoker, il y avait Tashigi, oui, parce qu'il y avait la marine là-bas. Ils enquêtaient sur des enfants disparus qui étaient dans les labos là-bas. Donc du coup, on se retrouve avec Smoker qui a la personnalité de Tashigi. En fait, c'est plus compliqué que ça. Comment dire? Imaginez que d'un seul coup, Tashigi soit dans le corps de Smoker et Smoker dans le corps de Tashigi. Ça donne des trucs loufoques. Et donc, on se retrouve avec un Sanji qui se retrouve dans le corps de Nami. Donc, lui, il est complètement fou, hein. Il se déshabille à moitié parce que il est très pervers, Sanji aussi, hein. Donc, voilà. Et Nami, elle se retrouve dans le corps de Sanji, donc du coup, ça fait un peu bizarre. Il a des expressions très féminines, du coup, sur le visage. Alors que Sanji, ça change pas grand-chose parce que lui, voilà, c'est c'est comme ça. Et du coup, Tashigi bah, se retrouve dans le corps de Smoker. Du coup, Smoker, il perd son côté badass, il a un visage plus doux. Et Tashigi elle se retrouve avec un visage plus badass. Et du coup, Smoker, vu que lui, il aime bien se balader torse nu, lui, tranquille, il ouvre la chemise de Tashigi et se balade comme ça. Bon, après, c'est très fan service, hein. Du coup, à la moitié nu, du coup. On voit rien, hein. C'est juste que faut imaginer, elle porte une chemise ouverte et on voit la poitrine qui dépasse, quoi. Donc voilà. Mais c'est un petit délire très marrant, l'inversement des personnalités. Ensuite, on va parler d'un spoil sur ce qui s'est passé vraiment à Dressrosa. Ça va être compliqué d'expliquer tout ça, mais je vais faire assez brièvement. Donc, à la base, après, Trafalgar Love il fait une alliance avec Luffy afin de faire tomber un des 4 empereurs qui s'appelle Kaido, le maître des bêtes, quelque chose comme ça.
Donc, ils vont sur Dressrosa parce que leur plan aussi, c'est de faire tomber Joker pour trigger Red Kaido. Que Joker, alias Doflamingo, ils bossent sur le Smite, en fait, ils font des contrebandes de fruits du démon. Ils créent plein de fruits du démon de type Zoan, et en fait, c'est ces fruits-là que Lucy, et Zabura, Kaku, ainsi que Khalifa, qui n'est pas mentionné. Enfin, quoi que Khalifa, non, elle a un paramécia, lui, le fruit du savant. Khalifa, qui est dommage, c'est dommage, elle est absente dans le jeu, mais en même temps, elle a une technique de secrétaire ultra sexy, un petit peu BDSM, avec des portes jarretières et tout. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis dans le jeu. À l'instar aussi de Shadifan, une démon, une soucoupe très sadique à Impeldov. Et j'ai oublié de vous mentionner aussi que Impeldov, à part Magellan, l'espèce de grand démon qui a une tenue un peu allemande nazie, il y a aussi, comment il s'appelle comment lui? Euh, il y a un autre personnage en fait qui ressemble à un pharaon, enfin à un sphinx plutôt, voilà, un sphinx avec le petit bouc de pharaon, qui lui est le sous-directeur et il veut devenir le directeur. Mais je me rappelle plus de tout son nom, mais c'est un des personnages non jouables. Faudrait que j'aille sur l'arc Empeldov et pour vous dire ça. Alors, One Piece. Je suis en train d'écrire sur ma note, c'est pas bien. Hop. Alors. Ah bah je vais pouvoir vous mentionner les différents niveaux de Empeldov. Vous avez le niveau 1, l'enfer écarlate. Le niveau 2, l'enfer des bêtes démoniaques. Le niveau 3, l'enfer de la faim. Le niveau 4, la fournaise ou l'enfer des flammes. Le niveau 5, la glacière ou l'enfer des glaces. Le niveau 5.5, New Comerland, aussi connu comme le jardin secret des prisonniers. Et niveau 6, l'enfer éternel infini, où il y a les prisonniers très importants qui sont là, où était aussi détenu évidemment Ace. Hannibal, il s'appelle le sous-directeur. Voilà. Donc, euh, donc sur Dressrosa, je sais plus où j'en étais du coup. Je me suis confondu en explication, c'est un petit peu perdu, mais c'est pas grave. Bon, bravo. En gros, ouais, ils vont sur Dressrosa, où il y a Doflamingo qui est là-bas, qui est le roi, en mode mastermind, parce qu'il a détrôné le roi en utilisant le précédent roi en utilisant son fruit du marionnettiste. En fait, il a manipulé le roi avec ses fils. Il l'a attaché avec des fils et il l'a fait attaquer des civils, des soldats. Donc l'ancien roi, il était forcé de tuer des gens et du coup, bah, Doflamingo, il l'a défoncé en se faisant passer pour le sauveur alors que c'était lui qui était derrière tout ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il a usurpé ce titre. Et avec Sugar, une de ses lieutenants, il a transformé tous ceux qui savaient à peu près, qui en savaient un peu trop. Ça peut être des soldats de la marine, des infiltrés ou des pirates. Un peu de tout, il les a transformés en jouets. Et quand ils sont transformés en jouets, ils ne se rappellent pas de leur vie précédente, juste de la vie à l'instant et qu'ils ont. Enfin, c'est pas ça en fait, c'est qu'ils. Ah, je sais plus c'est quoi la particularité. Non, en fait, c'est encore plus démoniaque. Quand ils sont transformés en jouets, eux, ils perdent pas la mémoire. Mais les gens qui les ont connus, ils les oublient. C'est comme s'ils ils avaient jamais existé. Du coup, ils voyaient un jouet, même s'ils parlent et tout, parce que c'est spécial. Ça fait partie du lore de Dressrosa, quoi, qu'il y a des jouets qui parlent. Donc les gens, ils ont toujours pensé que c'était toujours comme ça. Et les gens qu'ils ont connus avant, bah, ils ont eu un effacement de mémoire, quoi, par, euh, par un autre lieutenant de Flamingo Viola qui peut manipuler la mémoire. Enfin, pas la mémoire, mais les souvenirs, tout ça. Et donc, bah, il y avait des jouets, des fois, là, il y avait des gens, bah, genre, là, t'avais une petite fille qui elle avait un jouet, elle était contente avec, mais elle savait pas que c'était son père, en fait. Et lui, il essayait de lui dire, quand il pouvait, attendez, je réfléchis à un truc. Oui, oui, si, c'est ça. Mais évidemment, elle ne le croyait pas et tout. Donc, voilà. Parce que pour eux, c'est comme s'ils avaient jamais existé, en fait. C'est comme si elle avait jamais eu de père, c'est comme s'il n'avait jamais eu de mari, c'est comme s'il avait jamais eu d'enfant, ça va loin, quoi.
Et donc, en fait, sur Dressrosa, sur cet arc, il y a aussi une usine du Smile qui est cachée, où il y a des petits, pas des petits mignons, mais des toutes petites fées très, très, très petites qui s'occupent des fruits dans une usine, qui sont aussi dans une forêt à côté. Enfin, je vous en parle brièvement, parce que je ne vais pas vous spoiler tout l'arc de Dressrosa. Juste l'essentiel. Mais en gros, il y a aussi un tournoi là-bas où Luffy participe parce qu'ils ont mis en jeu le Doflamingo, il a mis en jeu le fruit, le pyrofruit de Ace. Donc Luffy, il veut pas. Du coup, Doflamingo, il dit à Luffy qu'il faut qu'il participe à son tournoi pour remporter le fruit. Donc Luffy va participer à un tournoi. C'est un arc sympa parce que ça fait très galéo-romaine, Staren et tout. Il y a plein, 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 plein de nouveaux personnages et tout, hein, super intéressant. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnages introduits pendant ce tournoi et tout. C'est difficile de tous les mentionner, hein, mais il y en a vraiment, vraiment pas mal. Et dans One Piece Pirate Warrior 3, faut savoir que ça a été éclipsé parce que quand ils ont fait le jeu, oui, il faut savoir que quand ils ont fait le jeu One Piece Pirate Warrior 3, l'arc de Dressrosa commençait plus ou moins tout juste. On savait que ils y allaient pour Doflamingo et tout ça. Donc du coup, le jeu, ils ont fait leur petit scénario additionnel. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre par rapport au manga et à l'animé. Mais je vais vous le dire, attention, spoil. Ce qui se passe vraiment dans tout ça, je vais vous résumer la fin de l'arc carrément. Ouais, ouais, je vais faire ça, hein. On va pas y aller de main morte. Donc, en fait, à un moment, quand la stratégie de Doflamingo a été découverte, lui, il va faire un ultime coup de poker. Il va créer une immense cage, Bird Cage. Vous savez, son deuxième spécial qu'on a vu pendant une de ses vidéos de combat. Mais ça fait toute l'île de Dressrosa. Et en fait, ça va couper toute la petite l'île et tous ceux qui sont dedans claquent. Et ce qu'il propose, c'est qu'il fait un ultimatum. Il dit il met une prime un peu sur pas mal de personnages, dont Usopp que Usopp, c'est lui qui a réussi à. Oui, je vais le mentionner rapidement, mais en gros, Usopp a réussi à battre Sugar, celle qui transforme tout le monde en jouet. Et du coup, après, les souvenirs reviennent et les gens, ils sont en mode révolution et ils veulent s'en prendre à la Doflamingo Family. Et Doflamingo, oui, il a pas mal de lieutenants aussi, Doflamingo, mais je ne vais pas en parler. Et donc, ce qui se passe, c'est que Doflamingo, il met une prime sur tous ceux qui ont foutu ses plans en l'air. Et puis, donc tout le monde va essayer d'échoper, de se battre. Il va y avoir pas mal de batailles. Je vais vous en parler brièvement. Et en fait, ce qui se passe à la toute fin, c'est pas comme la cinématique où tout le monde se jette sur Doflamingo et où il y a Kuzan qui se ramène alors qu'il est même pas ici, hein. Ça, c'est n'importe quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour le battre, Luffy, il a l'aide de pas mal de monde, oui, effectivement. Mais ils sont pas tous contre Doflamingo, c'est une très grande bataille. Faut juste savoir que Doflamingo a déjà été blessé gravement par Trafalgar Law parce il a utilisé un counter choc, c'est genre son scalpel à bout portant et du coup ça y a tout machiné ses organes et lui il a réussi à réparer ses organes avec des fils et tout, ça s'est pété. Donc il était déjà gravement blessé et le fil l'a battu en passant en gueule fort où il se transforme en une espèce de gros sumo avec des. Il est assez moche d'ailleurs quand il est comme ça. Et là où il est un peu complètement pété, il réussit à le battre. Sauf que c'était quand même très limite et que Doflamingo a quand même failli gagner. Ça s'est joué à peu en fait. Donc voilà, je résume très rapidement, hein, parce que Dressrosa c'est un arc qui dure 2 ans, donc voilà, voilà. Donc je vais vous parler aussi de Fujitora, qui est un nouveau admiral qui est dans la marine, qui est aveugle. Lui, il utilise le fruit de la gravité, donc on a eu un peu de gameplay avec lui. Et je sais pas pourquoi je vous en parle, parce que je crois que j'avais déjà à peu près tout abordé avec lui. Ne serait-ce que c'est un admiral qui est un peu neutre. Donc des fois, il va. Donc quand il peut, il va aider. C'est pas un admiral qui va faire du mal aux civils, si vous aimez mieux. Il va pas. Enfin, c'est pas le but de la marine, mais vous savez, des fois, la marine, quand il y a des soldats qui en savent trop, des gens qui en savent trop, ils veulent les supprimer, ouais. Genre, ils sont comme ça.
Donc voilà. Je vais vous parler de Sabo et son accident. Parce que ce que j'avais dit, oh bah oui, mais ils ont pensé qu'il était mort en fait. En fait, il faut savoir que, que Luffy, déjà, quand il a perdu Ace, c'était très dur, mais avant, il était clairement sûr d'avoir perdu Sabo. Parce que Sabo a voulu s'enfuir. Enfin, il a pris la mer avec son petit bateau pour devenir. Parce qu'il a un an de plus que Ace et Luffy. Enfin, non, Sabo et Ace ont un an de plus que Luffy. Donc ils sont partis un an sur la mer, donc Ace il a pu y aller tranquille et Sabo il a voulu faire la même chose après. Sauf qu'il a croisé un bateau du gouvernement mondial et c'est ça qui a merdé. Ils ont vu ce petit bateau à côté du leur, ils l'ont dégommé, ils l'ont coulé. Et en fait on a cru que Sabo bah, il était mort, mais en fait il a été sauvé par Dragon, le père de Luffy plus tard. Ils l'ont soigné et qui du coup bah, c'est devenu un révolutionnaire et on l'a pas revu. Ils ont caché son existence pendant un moment. Enfin, ça, c'est tellement. Je sais plus pourquoi je sais même pas s'ils l'ont dit pourquoi on n'a pas eu de nouvelles de lui de sitôt en fait. Mais bref, ça vaut être donc en vie. Ensuite, petite précision sur une vidéo de gameplay où vous m'avez vu. À un moment, j'ai dit ah non, c'est le nord, ah non, c'est le sud, ah bah non, c'est le sud et le nord. C'est une petite référence à Zoro Renoa parce que ce personnage a une particularité. Il ne sait jamais où il va. Il se perd tout le temps. Donc si on lui dit d'aller à gauche, il va aller à droite ou il va carrément aller à l'opposé. Donc voilà, c'était pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous mentionner? Alors, je vais vous citer mes personnages favoris de One Piece en citant aussi ceux qui y sont pas, des personnages qui sont pas dans le jeu. Donc nous avons, bah, j'aime bien Zoro Renoa, ça c'est sûr, hein, c'est un bon épiste, il est badass, il est aussi très drôle de sa façon d'avoir aucun sens de l'orientation et c'est aussi quelqu'un qui paraît pas comme ça, mais c'est pas un, comment dire. Zoro, c'est le gars qui va protéger les plus faibles, quoi. Il va pas les juger et tout ça, il va toujours protéger ceux qui sont genre Nami ou Zop, il les protège beaucoup. Ensuite, j'aime bien Doflamingo parce que c'est un mastermind et j'aime bien sa voix de doublage et qui s'est très bien servi de son fruit du démon. Et qui m'a bien impressionné aussi, hein. Il est vraiment excellent dans l'arc de Dressrosa et tout ça. Ensuite, j'ai qui en personnage préféré? J'ai Trafalgar D-Love, hein. Ça, vous avez dû le remarquer, j'en ai tellement parlé beaucoup de Trafalgar D-Love que bah, la façon qu'il tranche cette usine, la façon qu'il utilise ses pouvoirs, en plus, il a un manteau bien badass après l'ellipse des 2 ans, donc c'est pas mal du tout. Et sa personnalité aussi, tout ça. Puis il a sauvé Luffy, tout ça. Ah, j'aime bien aussi, évidemment, Luffy, hein, il est pas mal. J'aime bien Usopp aussi, il est sympathique. En fait, ils sont tous sympas, les personnages. J'aime bien Vivi aussi. J'aurais bien aimé qu'elle rejoigne les Mugiwara. Parce que, bon, après, elle avait pas de pouvoir spécial, tout ça, hein. Elle se battait avec un espèce de yo-yo à la. Comment dire Ah, je crois qu'il y a un personnage comme ça dans Dynasty Warrior qui se bat avec un yo-yo, mais je sais plus c'est qui. Hmm, Ou Samouraï ou Dynasty. Enfin, je sais plus, mais c'est un espèce de yo-yo avec des lames et tout, et elle se débrouillait bien avec ça. Et après, si elle avait récupéré un fruit ou acquis des trucs, ou... Ah, je vais pas y arriver. Si elle avait récupéré un fruit, ou alors pouvoir up ses techniques, elle aurait pu être intéressante. Normalement, elle devait rejoindre les Mugiwara, mais elle a pas pu le faire, donc voilà. Mais c'est un personnage que j'aime bien, Vivi. Et à la place, c'est Nico Robin qui a rejoint. Nico Robin est pas mal, mais j'aimais bien Nico Robin, mais maintenant, ça va, quoi, normal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière ici? Élément introuvable. Je sais pas de quoi il me parle, hein. A toujours été connu pour être un peu gay. Windows 10 a toujours été connu pour être un petit peu gay, donc je vais pas faire attention à ça. Du coup, je sais plus où j'en suis. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai bien aimé aussi Crocodile. J'ai bien aimé qui d'autre en personnage? Katakuri, qui est un général de l'armée de Big Mom. Donc ça, c'est plus loin c'est dans un arc plus loin, donc je vais juste dire son nom, voilà.
J'aime bien Raiju aussi, qu'on voit aussi à ce moment-là. J'aime bien aussi, comment il s'appelle? Mais, je me rappelle plus de son nom. Mais non, bah, je vais pas m'en rappeler. Ah bah si, ouais, bah oui, forcément. Boa Hancock, j'aime bien aussi parce que elle se bat très bien. Elle se bat très bien. J'aime bien sa personnalité. Puis elle est quand même assez, elle est balèze. Elle maîtrise bien son fruit du démon. Et elle a jamais eu de problème d'être en difficulté, elle. Enfin, jusque-là, elle a toujours à peu près géré. Elle se bat même contre d'autres corsaires, mais avec sa personnalité, il pardonne toujours, même à la marine et tout. C'est assez pété, quoi. En fait, sa devise, c'est que je suis tellement belle que tout le monde me pardonne. Et en fait, tout le monde est sur son charme et ça marche assez bien. Donc, voilà. Il y a sûrement d'autres personnages que j'aime bien pas mal dans One Piece parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y a Monette aussi, mais malheureusement, bah, elle meurt assez facilement, c'est dommage. Je pense que c'est tout. Alors, les personnages que je déteste sur One Piece, par contre, là, il y en a quelques-uns. Bah, il y a déjà, vous le savez déjà, Ivankov, hein, parce que je trouve tellement trop gay ce personnage travesti avec son design horrible. Il y a qui je déteste d'autres? Bah, je pense qu'il y aurait que lui parce que il y en a sûrement d'autres, hein, il y en a même plusieurs, hein. C'est juste que là dit comme ça, je me dis, je sais pas. Donc on va dire juste lui, ça fait déjà beaucoup, 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 beaucoup. Bon bah tant pis, je vais vous la dire de tête et je ferai une petite ellipse sur ce temps de non-parole. Donc en personnage non jouable, vous avez un lapin garou des neiges. C'est un espèce de gros lapin avec des dents de garou qui est sur l'île des cerisiers de Chopper. Vous avez une espèce de minotaure avec une grosse massue qui est un gardien à une pelle d'œuf. Bah, vous avez Hannibal qui est pas jouable. Vous avez Alvida. Vous avez Monette. Vous avez Capitaine Kuro. Vous avez Don Krieg. Mister Trui n'est pas jouable. Mister Two n'est pas jouable. Mister One n'est pas jouable. Ensuite, Arlong n'est pas jouable. Audi, scandaleux, n'est pas jouable alors que c'est un personnage de l'arc des îles des hommes poissons, donc c'est un peu gay qu'il ne soit pas. Vous avez Octo qui n'est pas jouable. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais dit comme ça de tête, je sais pas. Donc voilà. Et pour finir, je vais finir par vous dire ce que j'attendrai d'un prochain One Piece Pirate Warrior 4. Alors, ce que j'attendrai, ce sera tout simplement que ça reprenne Dressrosa fidèlement et certains arcs aussi qu'on a vus plus fidèlement en incluant les personnages qui ont été oubliés, notamment bah, Khalifa et d'autres lieutenants importants dans certains arcs qui sont intéressants, et que ça et qu'on puisse continuer avec les autres arcs, c'est-à-dire l'arc de Zou, qui est sur un éléphant géant, qui est intéressant. Enfin, même s'il a très, très brief, il y a quand même pas mal de personnages intéressants. Notamment, ça introduit les minks, qui sont des animaux, mais qui n'ont pas mangé de fruits du Zoan, c'est des animaux humanoïdes. Bon, en fait, il faut vous imaginer, c'est des furies. Voilà. Donc, il y a l'arc Zou, l'arc de Big Mom et l'arc de Wano. Donc, lui, je le connais pas, je ne l'ai pas encore regardé, mais bah, en fait, ça serait bien que le One Piece Pirate Warrior 4, il le sorte pas forcément cette année ou l'année prochaine, hein, mais quand que One Piece est fini, comme ça, ils finissent tout le truc. Parce que, ouais, One Piece, il reste peut-être 4-5 arcs et ça doit être la fin. C'est un peu triste, mais bon, faut bien que ça finisse un jour. Donc, bah voilà. J'espère que cette vidéo finale sur One Piece Pirate Warrior Endgame vous a plu. Désolé pour les petites hésitations et tout ça. Bisous. C'était Lady Rose. Alors.